Bienvenue dans La Coach Digital, le podcast qui aide les entrepreneurs et freelances à faire du digital un véritable levier pour développer leur business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec quelqu'un dont le parcours m'inspire beaucoup, Hervé Cabla. Donc Hervé, bienvenue. Bonjour Ali. Bonjour, il est ingénieur, entrepreneur, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le digital et les réseaux sociaux. Bref, un palmarès de folie. Donc dans cet épisode, on va parler entrepreneuriat, marketing digital, vente via les réseaux sociaux. En gros, tout ce qu'il faut savoir pour vous aider à structurer votre business et à adopter la bonne stratégie. Alors, Hervé, tu as un parcours très riche. Comme je le disais tout à l'heure, tu as été ingénieur, tu as été entrepreneur, tu es aussi expert de la communication. Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, tu dirais quoi ? C'est difficile comme question. Je me définirais comme un couteau suisse. Comme quelqu'un qui est capable de s'adapter à toutes les situations où il y a du digital, un peu d'innovation, un peu de techno, un peu de communication. Voilà. Je peux aller sur beaucoup de sujets très différents. Il y a un seul sujet dont j'ai horreur, c'est le bricolage. Pas mal. Tu as cofondé une agence et dirigé aussi des projets innovants. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur ? Alors, il y a plusieurs raisons, parce que j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai créé fondamentalement 3 entreprises et j'ai participé comme associé à la création de 3 autres, à des étapes différentes de ma vie. Et on n'a pas les mêmes motivations quand on crée sa boîte à 20 ans, à 30 ans, à 40 ou à 50. La première boîte que j'ai créée, je venais de passer la trentaine. D'accord. Grosso modo, c'est en 99. La motivation principale, je travaillais à cette époque-là chez Dassault Systèmes, qui est un très bel éditeur de logiciels, que j'ai rejoint alors qu'il ne comptait que 300 salariés, alors qu'il en compte plusieurs milliers aujourd'hui. Donc c'était une grosse start-up. Donc c'est une belle boîte. Quand on est dans cette boîte-là, pourquoi quitter une entreprise comme ça ? Et en fait, la raison, elle est très simple, c'est que j'avais l'impression, et attention, ça te paraît un peu dingue, mais j'adore les références au passé et à l'histoire. J'ai l'impression de vivre la ruée vers l'or pendant que l'Internet est en train d'exploser. C'est-à-dire que depuis 94-95, on ouvrait les journaux, on lisait la presse, on regardait la télé. Qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait des success stories, des trucs complètement dingues. Et j'avais l'impression de ne pas être acteur, d'être juste un spectateur très passif. Bref, d'assister à la ruée vers l'or, mais d'être dans le train en train de voir les gars aller creuser dans la mine. Et je me suis dit, ça serait bête de ne pas tenter l'expérience. Donc j'en ai parlé à pas mal de copains qui aussi étaient dans des belles boîtes et aucun n'a voulu partir. Donc j'étais très, 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 très frustré. Jusqu'à ce qu'un de mes copains qui travaillait dans un centre de recherche, un laboratoire qui dépendait de l'ENS-Cachan, m'a dit écoute, le labo dans lequel je travaille, on est en train d'en faire une start-up. Est-ce que ça te dirait de nous rejoindre ? Et donc je suis parti une première fois dans ce cadre-là. 10 ans plus tard, je suis parti pour des raisons complètement différentes. L'histoire, c'est que la première boîte s'est cassée la gueule très rapidement. Donc, je suis retourné chez Dassault Systèmes parce que j'avais pris ce qu'on appelle un congé création d'entreprise, qui est une spécificité du droit du travail en France. On peut partir pendant 1 an, renouvelable une fois. Donc, j'étais chez Dassault Systèmes et je m'emmerdais ferme. Quand on a passé 15, 16... Pour moi, c'était presque 17 ans dans la même boîte. Au bout d'un moment, on plafonne un peu. Enfin, c'était mon cas. J'avais envie de voir autre chose. Et donc, je suis parti pour une raison très simple. Je voulais changer de vie. C'est la crise de la quarantaine. Il y en a qui changent de maison, d'autres de femmes. Moi, j'ai changé de boulot. Et changer de boulot à cette époque-là, j'avais travaillé essentiellement dans une boîte, à part celle que j'avais créée. Donc, je me suis dit, où je vais pouvoir travailler et qui va me chercher ? Et donc, j'ai créé une nouvelle entreprise. Et je suis parti sur un sujet complètement différent, qui était la communication digitale. Alors, on n'appelait pas encore ça la communication digitale. On n'appelait même pas ça les médias sociaux. Moi, je voulais juste monter une agence qui faisait des blogs d'entreprise. Et donc, j'ai monté ça avec une associée, la femme d'un copain, qui faisait déjà de l'Internet depuis 10 ans. Et on a créé ce qui s'appelait Blog Angels. Voilà. Puis l'histoire a duré 13 ans. Donc, c'est quand même assez costaud. Quand même. Et puis là, je suis en train de repartir sur un projet de création d'entreprise, de nouveau, pour des raisons encore différentes. C'est pas parce qu'il y a la ruée vers l'or, c'est pas parce que je m'emmerde, c'est juste parce qu'à l'approche de la soixantaine, c'est beaucoup plus difficile de retrouver un emploi salarié. Le conseil, je m'éclate pas dans le conseil. Franchement, je préfère donner des conseils gratuits et voir les gens évoluer et grandir plutôt que me rémunérer là-dessus.
Donc, je travaille actuellement sur 2 projets autour du PLM, autour de la cyber. Voilà, D'accord. autour de PLM sujets. pour, PLM, c'est le Product Life Cycle Management. Ouais. C'est la gestion du cycle de vie des produits. Grosso modo, en fait, il y a plein de sujets aujourd'hui autour de l'échange de données, l'échange d'informations entre les individus et les entreprises. Et le formalisme des échanges, la sécurisation des échanges sont des enjeux extrêmement importants. Oui, absolument. Voilà. Donc, avec un copain, on est en train de monter 2 structures assez marrantes. D'accord. Mais alors déjà, je trouve ça intéressant parce que je pense que même moi, quand j'étais salariée, je pense que les différentes boîtes que j'ai faites, je les ai faites pour des raisons complètement différentes. Parce que, donc, un peu comme toi qui rentre dans l'entrepreneuriat par rapport à différents cycles de vie, je pense que j'ai vécu un peu la même chose à chaque fois que je changeais de boîte. Donc, Exactement. En réalité, il n'y a pas vraiment d'originalité. Ouais. On a beau être des milliards d'individus sur Terre, les schémas de vie se ressemblent plus, grosso modo. Après, il y a des affinités vers tel ou tel secteur. Évidemment. Mais la motivation essentielle, je pense, c'est pour des profils comme nous, c'est de découvrir de nouvelles choses. Oui, absolument. Et du coup, quelles ont été tes plus grandes joies et aussi tes plus grands challenges dans ta vie entrepreneuriale? Alors, dans la vie entrepreneuriale, donc je mets de côté tout ce qui est famille, enfants, etc. Bien sûr. Il y a une joie extraordinaire, c'est celle de se dire on est en train de créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Je l'ai vécu à l'époque où j'ai participé au premier projet, là, Easy Glider. On faisait des moteurs de recherche multimédia. Ok. Moteur de recherche, images, vidéo, on est en septembre 2000. Google Images n'existe pas encore. Ouais. Il y a très très peu de projets de cet ordre à l'époque. Donc on est sur une innovation pure et c'est extrêmement motivant. Quand je crée mon agence digitale, je fais des blogs, je suis aussi sur un sujet qui est tout neuf. Tellement neuf que quand je vais voir mes premiers procès, ils me disent « mais vous êtes fous ». J'ai même un camarade de promo qui, lorsque je lui ai parlé de ma boîte, me dit « mais Hervé, tu cherches un job ou quoi ?» Okay. Voilà. Donc le premier truc, c'est de créer quelque chose. La création, c'est extrêmement enthousiasmant. La deuxième joie, je pense, c'est de s'entourer de gens auprès desquels on apprend. J'ai eu la chance de travailler avec des gens, des copains, des salariés, des associés assez extraordinaires. Ouais. Souvent très complémentaires et auprès desquels j'ai appris énormément de choses. Okay. Dans la posture, dans la manière de travailler, dans la manière de gérer la relation avec un client, dans la manière d'encadrer, etc. Cette dynamique-là, elle est extrêmement enrichissante. Il y a la joie de voir les clients progresser, de signer un nouveau contrat avec un client. C'est quelque chose qui se fait. Ouais. Il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, il y a de multiples joies dans la vie d'un entrepreneur. Écrire des bouquins, c'est un peu particulier parce que j'aime bien écrire. Je tiens un blog depuis presque 20 ans. Et je ne peux pas vivre une journée sans placer quelques mots sur un écran, sur une feuille de papier. À côté de ça, il y a un certain nombre de challenges. Ouais. Le plus difficile pour moi, c'était de gérer la fin de vie de mon entreprise, qui a duré 4 ans. Ouais. Donc c'est dur, c'est vraiment très dur. On en encaisse tous les jours et des cas vraiment durs et qu'on n'anticipe pas. Ouais. Bizarrement, mais il y a des trucs qui vous tombent sur la tête. On se dit non, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Bon voilà. Gérer les crises, gérer l'humain. Je suis pas un super manager. Voilà. Alors je reformulais ça. Les gens avec qui j'ai bossé sont super contents d'avoir bossé avec moi parce que je suis un manager super sympa. Ouais. Mais je cadre pas très bien les gens. Je suis pas très sévère. Quand les gens font pas leur boulot, je vais pas leur rentrer dedans. Je vais simplement ne plus travailler avec eux. Oui. Okay. Et en fait, c'est très mauvais parce que finalement, ça les démotive et puis ils se posent des questions et ça crée pas une bonne ambiance. Donc, gérer l'humain, c'est difficile. Gérer les crises. Voilà, il y a plein d'autres challenges, mais qui sont plus au niveau du détail. Gérer la trésorerie au quotidien, par exemple. Voilà. Ça, oui, ça, je comprends. Je pense aussi, surtout quand tu es dans un milieu novateur, il y a aussi tous ces sujets. Alors, moi, je l'ai connu dans les entreprises pour lesquelles j'ai pu bosser, mais autour de la transformation, embarquer des gens dans des sujets nouveaux, ça demande beaucoup de résilience. Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet sur lequel... je l'ai vécu tout au long de ma vie, en ce cas, d'aller sur des sujets nouveaux. Partout où j'ai posé les pieds, je suis sorti du cadre. Et tu ne peux pas imaginer à quel point. J'ai même fait un stage dans un laboratoire, un centre de recherche de l'INRIA, où, à mes heures perdues, je me suis dit, tiens, je vais faire un gag, je vais hacker le mot de passe de mon maître de stage. Et donc, j'ai écrit en shell Unix
l'écran d'accueil de sa station de travail, il est rentré dans le panneau. D'accord. Voilà. C'est juste un jeu. J'avais pas envie de devenir hacker ou de faire des bêtises. Je voulais juste me marrer avec lui, lui faire un gag. Et en fait, partout, sur tous les projets où je vais, comme je vais assez vite en général, j'ai des moments où je m'ennuie, mais j'ai un peu de temps. Donc j'essaye d'expérimenter autre chose. Voilà. D'accord. Donc ce côté innovant, je le vis au quotidien. Ouais. Et je m'en fous un peu de la réaction des gens en fait. Je fais l'innovation pour satisfaire mon propre plaisir. Si je peux emmener des gens avec moi parce qu'ils perçoivent l'intérêt pour eux, ça c'est génial. C'est le deuxième effet qui se coule. Mais si jamais ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui comprendront. D'accord. Et si aujourd'hui tu devais donner des conseils à celles et ceux qui nous écoutent, qui hésitent à se lancer, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Il ne faut pas hésiter. Si à un moment donné on a envie de se lancer, de créer sa boîte, faut y aller, quoi. Enfin, on fait une petite étude avant, une petite étude de marché, on choisit les bons associés, on creuse le sujet, on voit s'il y a un vrai marché, s'il y a des concurrences, etc. Mais ça serait vraiment dommage de ne pas se lancer à un moment donné. Quand on a atteint cette phase, on se dit, ça y est, c'est le moment. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais ce moment. Mes parents sont profs. Ils n'ont pas créé d'entreprise. Ils ont eu des projets personnels assez variés. Mais l'entreprise, c'est un sujet tabou chez eux. D'ailleurs, à un moment donné, quand j'ai quitté Dassault pour créer une agence de com, on m'a dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui te pousse à faire une telle bêtise ? Non, mais c'est ma nature, voilà, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, si nos auditeurs se disent, ça serait peut-être bien de lancer une boîte dans ce domaine ou dans ce secteur, mais allez-y. Il y a tellement de facilité en France pour créer sa boîte. C'est marrant, parce qu'on croit que c'est plus simple aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas la même couverture sociale qu'en France. Quand on crée son truc aux US et qu'on se plante, ça peut faire mal. En Israël aussi, au Japon aussi, en Chine. Enfin, quand on fait ça en France, il y a le congé création d'entreprise, c'est génial. On a bossé 3 ans dans une belle boîte, on a droit à 2 ans. Alors, c'est 2 ans sans revenu, mais bon, on crée sa boîte pour avoir revenu. Il y a même un truc complètement dingue avec le congé création d'entreprise, c'est que quand j'ai quitté Dassault et que j'ai créé une boîte, j'aurais très bien pu aller travailler dans une autre boîte, le temps que ma deuxième boîte, enfin que mon projet démarre, parce que le législateur a estimé qu'on est susceptible d'avoir des difficultés à vivre, et donc on a le droit d'avoir des revenus en travaillant pour une autre boîte. Donc je quitte Dassault, je crée ma boîte, je peux très bien aller travailler pour Carrefour, Danone, tant que je ne suis pas sur un sujet concurrent avec le sujet de Dassault. Très bien. C'est complètement dingue. Non, effectivement. Et je pense qu'il y a aussi pour créer sa boîte, il y a aussi le choix de ses associés et de ses partenaires. Tu disais que toi, tu étais tombé sur des personnes... Alors, quand j'ai créé l'agence digitale, je suis tombé sur 2 personnes extraordinaires. J'ai créé avec Déborah Elalouf, qui est la femme d'un copain, et qui très vite a fait rentrer Myriam Carville, donc 3e associée, et on s'est super bien entendu. On a fait des trucs extraordinaires ensemble. Après, j'ai d'autres histoires avec des montages qui ont été très difficiles. Ça s'est parfois fini dans le sang. La première boîte, quand je t'ai parlé du moteur de recherche multimédia, c'est dans une structure que j'ai rejoint en tant que CTO, mais qui était déjà créée quelques mois auparavant. Et le CEO s'est fait débarquer 3 mois après que j'arrive. Ça peut être très, très violent, l'univers des startups. Donc le choix des associés, c'est pas toujours simple. C'est vraiment pas simple. Ça, alors, petite anecdote, petite parenthèse, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je pense que déjà, il y a le côté, faut réussir à trouver des gens avec qui on est complémentaires sur la partie autant technique que humaine, j'ai envie de dire. Mais je pense, et je l'ai vécu à mon échelle de nouvel entrepreneur et même en échangeant avec d'autres, il y a le côté... Je ne sais pas comment le qualifier, mais je dirais éthique de travail, la façon de travailler, qui est... Et quand on est en décalage là-dessus, ça peut être très, très compliqué. Mais en fait, le montage d'entreprise et le choix des associés, c'est comme un mariage, en fait. On se découvre quelques jours après le début du mariage, on se rend compte qu'un tel a tendance à laisser ses chaussettes traîner, pendant que l'autre, c'est plutôt la vaisselle. C'est ça. Et puis après, on fait des compromis et on trouve un modus operandi qui fait que le couple se développe. C'est la même chose dans une boîte.
C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y en a un qui est bordélique, qui laisse ses mails traîner et les tasses de café, machin, puis il y a un autre qui est hyper méticuleux. Dans sa boîte mail, il n'y a pas plus que 3 mails qui n'ont pas été classés et les tasses de café sont toujours posées au même endroit. C'est pas un problème. On peut très bien vivre avec quelqu'un de bordélique ou quelqu'un de méticuleux tant qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et se marcher sur les pieds dans une boîte, c'est quoi? C'est quand on fait exactement le même boulot. C'est-à-dire que si on a 2 CTO qui se rencontrent et qui ont envie de monter une boîte, ça va être difficile pour le commercial. Parce que d'expérience, j'ai vu beaucoup de gens qui ont un profil très technique avaient un petit peu plus de mal avec la vente. Et si on est 2 super commerciaux, on va se bouffer le nez parce qu'on va se dire mais tu ne performes pas autant que moi, machin, etc. Donc, il faut trouver cet équilibre. Il faut connaître les gens. Moi, j'ai une suggestion, c'est faire un petit trip en bateau. Une semaine sur un voilier ensemble, c'est la meilleure forme pour apprendre à se connaître, pour voir qui sait résister au stress, qui supporte l'autre un peu plus. Enfin, voilà, ce sont ces petits détails-là qui font qu'ensuite l'expérience en entreprise sera une réussite. Non, mais après, honnêtement, je pense que... sur un autre sujet, même le fait de partir en vacances avec des gens, tu les vois complètement différemment. Et donc l'idée de partir en bateau, pour moi, elle est très bonne. Parce que le fait de partir avec des gens, t'apprends énormément sur leur façon d'être, leur façon de gérer les choses, etc. Donc, sur leur capacité à accepter l'autre. Ouais. Alors, si on est associé, il faut qu'on s'accepte dans ces différences parce qu'on va monter un projet ensemble. Après, la vie... est faite de surprises et il se peut qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, on a envie de choisir des parcours différents. C'est pas grave. Il y a plein de moyens de gérer des sorties ou des séparations à l'amiable sans que qui que ce soit lésé et sans que la boîte n'en pâtisse. Moi, j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là, l'agence digitale avec des personnes de grande qualité qui sont toujours des amis et que je rencontre très souvent. Donc, voilà. Et je vais monter la nouvelle structure avec quelqu'un que je connais de longue date et dont j'ai pu tester le niveau d'interaction. Très bien. Est-ce que selon toi, il y a des erreurs fréquentes que tu vois chez les entrepreneurs débutants notamment et qu'on pourrait éviter, bien sûr? Alors, il y a une... ça dépend des secteurs. Et, il y a des dizaines de milliers de boîtes qui se créent chaque année. Je vais rester modeste, hein, j'en ai pas rencontré plus que quelques dizaines, voire quelques centaines dans ma vie. Ce que j'ai pu constater dans les créations d'entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur de l'innovation pour de l'innovation. Ça a été l'erreur que j'ai commise, en tout cas qu'on a commise quand on a fait le moteur de recherche multimédia. La boîte a duré 1 an. Elle a levé à l'époque 2 millions d'euros. D'accord. Et ça s'est craché lamentablement. Il n'y a pas eu un seul client en 1 an. Pas un seul client. On avait une innovation, un truc extraordinaire. On faisait des réseaux de neurones, déjà à l'époque, pour faire de la classification d'images. C'était absolument génial. Mais pas une seule boîte qu'on avait rencontrée à l'époque ne s'est dit intéressée par le sujet. Dit, c'est génial, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc l'innovation pour l'innovation, c'est génial pour soi, pour sa fierté, son ego, etc. Mais en fait, la vraie question et l'erreur à ne pas commettre ici, c'est bien comprendre le besoin du client. Et le besoin du client, il évolue au fil du temps. C'est-à-dire que le lundi 7 janvier 2025, il a besoin de ça. Le mardi 31 mars 2032, il aura besoin d'autre chose. Et pourtant, on aimerait bien qu'il reste client. Donc, comment faire pour s'adapter en permanence aux besoins du client? C'est ce qui, en parenthèse, a causé la chute de mon agence. Enfin, c'est une des raisons. C'est-à-dire qu'on est parti... au début, on a eu une certaine élasticité qui faisait qu'on est parti du blog d'entreprise, on est parti sur les réseaux sociaux, de la com digitale, de la strat, du conseil, de la formation, du site web, etc. Et puis à un moment donné, on s'est dit, OK, on a couvert plein de sujets, il n'y a plus besoin d'évoluer. On largue les amarres, on hisse les voiles, il y a du vent et on fonce. Et là, on s'est craché parce qu'on n'a pas compris que le besoin du client, il avait changé sur un point. Le community management externalisé, c'était mort. Donc, le community manager payait 7 ou 8 000 euros par mois, qui passait bien à l'époque en 2010-2011. En 2016-2017, c'était mort. Il y avait des freelances qui facturaient le quart du prix, qui vivaient très bien. Et
bam, ça a explosé. Ouais. Et donc, en fait, s'adapter aux besoins du client, c'est pas uniquement s'adapter en termes de type de produit ou de service qu'on va vendre. C'est la logique de prix, c'est le mode de distribution, c'est le type de client qu'on va rencontrer, etc. Donc, c'est difficile. Et je pense que beaucoup de jeunes entrepreneurs hésitent à se remettre en cause. Et en fait, il y a un truc, si j'ai un conseil à donner en la matière, c'est de suivre les principes émis par Jeff Bezos au moment où il a créé Amazon. Donc, si vous êtes en train de regarder ce podcast en ligne, ouvrez un onglet à côté, cherchez les 13 ou 14 principes d'Amazon et cherchez un concept extraordinaire qui est Day One, le concept du Day One. Okay. C'est se dire que tous les jours de la vie d'une entreprise, c'est le premier jour de l'existence de l'entreprise. Donc tous les jours, on doit se dire, je suis à risque de crever ce soir. Il n'y a pas de Day 2, il n'y aura pas de Day 3, c'est tous les jours le Day One. Tous les jours, on redémarre une nouvelle histoire. Donc c'est un stress permanent. C'est un stress permanent. Mais il y a un grand bonhomme qui était l'un des cofondateurs d'Intel qui a raconté sa vie dans un livre extraordinaire qui s'appelle Seuls les paranoïques survivent. Traduction en français, Only Paranoid. D'accord. Okay. En fait, ça a l'air bizarre, mais il faut une bonne dose de paranoïa quand on est chef d'entreprise pour se dire mais qu'est-ce qui pourrait me tuer Je sors d'une mission dans une boîte là, où j'ai passé un an, une boîte remarquable, dirigé par un gars qui, en permanence, se remet en question sa boîte, remet en question son offre, se pose la question, mais qu'est-ce qui pourrait faire que demain, mes clients partent ailleurs et que mon business qui tient bien s'effondre ? Moi, j'ai pas eu cette dynamique-là. Au bout d'un moment, je me suis un peu endormi. Bon, ça fait mal. Mais c'est vrai que, alors ce que tu disais notamment par rapport aux clients, et justement par rapport à Jeff Bezos, je crois que c'est lui qui disait que dans chaque réunion, il y avait une chaise vide, c'était la chaise du client, où effectivement on se pose la question, toi client, est-ce que ce qu'on fait, ça te correspond toujours quoi. Et alors, quand on joue à ce jeu-là, un truc qui est très marrant, c'est que chacun a sa propre opinion du client. Et c'est marrant parce que on se rend compte que finalement, au sein d'une même boîte ou d'une même équipe, la perception du client peut être extrêmement variée. Absolument, oui. Laquelle est la bonne ? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on n'est pas le client. À la limite, il faudrait inviter le client à cette réunion. Et d'ailleurs, je suis stupéfait et abasourdi de voir des boîtes qui développent des produits parfois sans inviter le client à participer à la conception. C'est un truc de dingue. Exactement. Mais selon toi, comment garder le cap quand on a l'impression justement de se perdre dans tout ce qu'il y a, dans toutes les informations Alors, garder le cap, tout en s'adaptant à la demande, bien entendu, ça demande d'avoir des espaces de réflexion. Et ces espaces de réflexion, c'est difficile de les trouver sur le lieu de travail. Parce que sur le lieu de travail, et quand je dis le lieu de travail, c'est au sens large, c'est en télétravail, le lieu de travail, c'est le petit bureau ou le petit coin qu'on s'est accordé à un moment donné. Donc, ces espaces de réflexion, c'est des espaces où on s'est déconnecté de l'activité, mais déconnecté au sens large. C'est-à-dire qu'on coupe le portable, on ne répond pas au WhatsApp. On coupe le Wi-Fi, on se met dans une zone. Alors moi, j'ai un truc extraordinaire, je suis juif pratiquant, il y a le Shabbat. D'accord. Shabbat, pas d'électricité chez moi. Il n'y a rien. Pendant une journée, on ne fait rien d'autre que manger, dormir, discuter, jouer, etc. D'accord. C'est une coupure vitale. C'est-à-dire que je ressors de ces 24 ou 25 heures de déconnexion avec des idées fraîches, la capacité d'aborder des sujets qui m'angoissaient la veille, avec un regard neuf, reposé, vraiment reposé. Donc ça, premier truc, l'aspect déconnexion. Deuxième, ne pas lâcher sur des éléments fondamentaux de la vie. Le boulot, c'est une chose, mais j'espère que tu as une famille, tu la rencontres le plus souvent possible. Il ne faut pas que le boulot prenne le dessus sur la famille. J'ai une famille nombreuse, 4 enfants. Parfois, j'ai dû faire des sacrifices dans le cadre de mon activité, souvent lors de déplacements, donc où je n'ai pas pu voir ma femme ou mes gosses. Mais j'ai essayé le plus souvent possible de pouvoir rentrer un jour plus tôt ou de voler de nuit au lieu de voler de jour pour pouvoir être là le matin et éventuellement faire une dépose des gosses. Voilà. Mine de rien, ça permet de couper par rapport
au quotidien de l'activité, puis de faire autre chose et de revenir sur le sujet de nouveau avec un regard neuf. Il y a le sport. J'ai presque toujours fait du sport. En fait, j'ai commencé le sport très tard, à 18 ans, mais ensuite j'en ai fait toute ma vie, du foot et de la course à pied. Et ça vide l'esprit, ça vide le cerveau. Hein, c'est une réalité. Donc, essayer d'avoir une pratique sportive. Alors, pas des sports de combat. On va éviter la boxe et le karaté. Je dis ça, j'en ai fait un. J'ai fait 2 ans de karaté. D'accord. C'était génial. Hein. Sauf que ça s'est fini avec une fracture de l'épaule. Ouais. Et la fracture de l'épaule, c'est très, très douloureux pour quelqu'un qui fait du digital. Parce qu'après, on n'a pas la posture qu'il faut face au clavier. Et voilà, c'est très handicapant. Donc voilà, les traditions, la déconnexion, des espaces hors du travail qui permettent de revenir avec un regard neuf, de respirer, quoi. Ouais. Simplement de respirer. Je suis complètement d'accord avec ça. Et sur tes 3 points, c'est-à-dire que sur la partie des connexions, alors à mon échelle, je l'ai vu aussi, le mois dernier, je suis partie en Thaïlande. Et en fait, quand je suis revenue, même pendant que j'étais en Thaïlande, j'avais des idées il y a eu un soir où j'avais plein d'idées qui fusaient, où je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai commencé à coucher plein de trucs sur papier. Et c'est vrai que cette déconnexion de semaine a eu un impact sur mon regard, ma façon de voir les choses, qui a été assez importante. Le côté familial, enfin, entourage en général est très important parce que c'est vrai que, surtout moi, je suis au début. Donc forcément, quand il y a ton entourage qui te montre, qui te pousse, qui est derrière toi, etc., ça a quand même un effet assez reboostant, revigorant. Et le côté sport, pareil, un peu comme toi, je me suis mise au sport alors très tard, beaucoup plus tard que toi. Je pense que je venais d'avoir 30 ans, je pense, quand je me suis mise au sport. Mais ce que ça m'a apporté, ça a quand même été dingue. C'est-à-dire que je fais plusieurs types de sports. Je vais faire de la course à pied. La course à pied, c'est pour se vider la tête. Il faut que je m'échappe pendant quelques minutes. Je vais faire de la course à pied. Et je fais plus tout ce qui va être aller à la salle, muscu, etc. pour le côté rigueur, discipline. Et j'ai mes sports fun à côté où je me dis, là, c'est juste, on se fait plaisir, on s'éclate, on joue au tennis. Bien entendu, voilà, c'est un équilibre entre toutes ces dimensions. Mais c'est indispensable d'avoir ces moments dans la semaine où l'esprit n'est pas focalisé sur un sujet qui nous angoisse et qui fait qu'on se réveille la nuit à 4 heures du matin en disant mais comment je vais traiter ce truc et je pense que la plupart des entrepreneurs l'ont connu, ce moment où on se réveille, on n'arrive plus à s'endormir et on se dit mais putain, ce truc-là, comment je vais le gérer Qu'est-ce qui me tombe? Et puis en fait, ça va tomber tout seul à un moment donné. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu de mal encore là-dessus. C'est-à-dire que si je me réveille à 4 heures du matin, j'arrive pas à me rendormir. Donc, je vais rester éveillée. Et ensuite, à 5 heures, je me lève et je vais... Même si j'ai pas de solution, tu vois. Alors, mais en fait, ça va travailler. Alors, on aborde un sujet très marrant. Il se trouve que j'ai fait partie d'une association de chefs d'entreprise qui s'appelle l'APM, l'Association pour le progrès du management. D'accord. Qui est une association qui a été créée par Pierre Bellon, fondateur de Sodexo il y a une 40aine d'années, qui aujourd'hui prend la forme de 400 clubs de chefs d'entreprise, de patrons de PME. La règle principale, c'est qu'il faut être actionnaire à plus de 50%, faire un business d'un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et au sein d'un club, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire qu'on se retrouve 20 chefs d'entreprise de 20 secteurs différents. Ouais. Et on se retrouve tous les mois, une fois par mois, une après-midi, un matin, autour d'un repas et d'une conférence par un intervenant, un expert. Okay. Et tous les mois, c'est un expert différent. Alors moi, j'étais membre d'un club et expert en parallèle. Donc j'ai joué sur les deux tops. D'accord. Mais un des moments, une des expertises qui a changé ma vie, mais quand j'ai changé ma vie, tu ne peux pas imaginer à quel point. Je ne sais plus quel est le nom de cette experte. Elle venait nous parler du repos du dirigeant. Ouais. Et en fait, c'était en gros, si je résume, une séance sur la sophrologie, la méditation. Okay. Elle a changé ma vie parce qu'elle m'a appris à m'endormir très vite. Ouais, en faisant de la relaxation. Ça, franchement, j'en aurais besoin. Il m'a fallu 50 ans pour apprendre à gérer ma respiration et trouver le sommeil via une respiration un peu contrôlée, enfin des petits mécanismes très simples. Ouais. Et je l'utilise en permanence. Mais en permanence. C'est-à-dire que là, je suis venu en transport en commun. Ouais.
J'avais besoin de prendre un peu de repos. Je me suis levé tôt ce matin, j'ai fait un peu de sport, j'ai bossé dans la matinée. J'ai pris 10 minutes de sieste dans les transports en commun. D'accord, ok. Voilà, c'est un truc dingue. Tous les entrepreneurs devraient le tester, l'utiliser, ce truc-là, parce que faire une sieste de 10 minutes après le repas, en milieu d'après-midi, c'est démarrer une nouvelle journée. Ouais. Et c'est prendre une longueur d'avance par rapport aux concurrents qui, eux, n'ont pas fait la sieste. Alors, les concurrents, c'est au sens large. Les concurrents de la vie, ça peut être les salariés, les associés, le reste de la boîte, ceux qui rentrent du repas, du déjeuner et s'assoupissent un peu. Non, ok, moi je m'assoupis, mais je m'assoupis réellement. Ça ne dure pas très longtemps, mais après, c'est une nouvelle journée qui démarre. Ouais. Non, mais tu as raison, c'est clé. Mais du coup, alors, toi, tu as vécu le digital depuis ses débuts. Qu'est-ce qui t'étonne le plus dans la manière dont il a transformé notre façon de travailler ? Il y a plein de choses qui m'ont étonné. Hein. D'abord, si je m'étais posé la question il y a plus de 40 ans sur quel aurait été l'impact du digital, et c'est même pas le digital, il n'y avait pas ce terme-là, le numérique ou l'informatique. J'aurais jamais imaginé ce qu'on vit aujourd'hui, avec des petits trucs dans nos poches qui nous permettent de jouer, de discuter, de filmer. Impossible d'imaginer cela, enfin en tout cas pour moi, à cette époque-là. Je suis stupéfait par plusieurs aspects. Le premier, c'est que la courbe d'innovation, quel que soit le produit, le service, reste la même. C'est dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours les early adopters, les gens qui se précipitent sur l'innovation. C'est un petit groupe qui sont prêts à défendre mordicus, bec et ongles, le truc, machin, etc. Il y a un petit moment de hype. Peut-être que les médias vont s'en emparer, puis après, ça se dégonfle. Et on n'en parle plus. Et ensuite, petit à petit, ça revient sous une forme légèrement altérée, légèrement adaptée, on va dire, aux vrais besoins des utilisateurs. Ici, c'est une vraie innovation bien pensée. Alors là, ça décolle complètement. Donc ça, on l'a vu sur plein de sujets. Plein de sujets. Le web, au début, le coup de projecteur dans les années 95, c'est génial, on voit des trucs, mais on se dit, mais à quoi ça sert ces trucs-là ? Et puis petit à petit, le soufflet s'effondre, l'explosion de la bulle. On se dit, c'est mort, c'est une bêtise, machin, ça. Puis ça revient, et en fait, on ne peut plus vivre sans le web. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est l'apparition de ce qu'on appelait le Web 2.0. Le Web 2.0, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, recherchez l'article par Tim O'Reilly sur Internet. C'est un article de 2004 ou 2005 qui explique que le Web 2.0, c'est des changements sur les usages, mais aussi des changements sur l'infrastructure, le cloud, des changements sur la manière d'utiliser le web. On utilise la même technologie pour afficher une page web et pour lancer un service à distance. C'était une technologie un peu innovante à l'époque, mais qui est utilisée aujourd'hui par tous les sites. Tous les sites font de la requête en permanence. On va le retrouver sur la téléphonie mobile. Les premiers appareils avec un écran intégré, un peu tactile. Ça a apparu avant l'iPhone. Hein. L'iPhone n'est pas le premier appareil avec un écran, de l'Internet, machin, etc. Il y en a eu d'autres, plus expérimentaux, on va dire. Et puis ça s'effondre parce que c'est pas très bien conçu. Le Treo, moi j'en avais un, j'étais un fan du Treo. J'ai acheté tous les modèles de Treo. J'ai même créé un site web sur le Treo avec un Wikipédia dédié sur le Treo pour les gens. Et puis ça s'est effondré, les trucs disparaissent et ça revient en force ensuite avec l'explosion du smartphone. La voiture électrique. La voiture électrique, il y a un petit moment de buzz au début du siècle, puis ensuite on se dit ça ne marchera jamais. Et puis aujourd'hui, c'est un truc qui explose. Alors, un peu à marche forcée parce que les États s'en mêlent, parce que la Chine investit massivement là-dessus, mais on ne peut pas nier aujourd'hui que la voiture électrique est une des innovations qui est là pour durer. Peut-être coexister avec le moteur thermique. Hein. Moi, je ne suis pas convaincu que l'un effacera l'autre. Il y aura probablement une forme de coexistence. Etc. C'est la même chose pour toutes les formes d'innovation. Donc c'est assez stupéfiant. Je suis aussi assez étonné par la capacité à sortir du cadre prévu initialement sur certains usages. Voilà. C'est-à-dire qu'on conçoit une innovation pour un usage, et puis on se rend compte que le véritable usage est complètement différent de ce qu'on souhaitait faire. Alors, je vais revenir à
à ma propre expérience, le moteur de recherche multimédia qu'on voulait faire. Bon, c'était marrant, mais on ne savait pas comment faire. On injectait, enfin, le truc était pas mal conçu. On injectait une image, ça ressortait toutes les images similaires. Et en fait, un moteur image, ça sert à faire plein d'autres choses aujourd'hui. Moi, j'utilise Google Images en permanence pour faire de l'illustration. Je pense qu'il y a plein de personnes qui nous regardent, nous écoutent aujourd'hui, qui ont d'autres usages de Google Images pour des besoins quotidiens, etc. Non mais oui, complètement. Et enfin, je le vois moi par rapport à mon échelle où je te disais je vais sortir une application dans le sport. Je l'ai pensée d'une façon, mais je me dis une fois qu'elle sera lancée, ça se trouve, les usages que j'avais prévus seront complètement faits différemment. Donc c'est vrai que oui, ça démarre toujours par une idée. Et ensuite, une fois que le produit en lui-même est exploité, on se dit bah non, en fait, faut repenser à la façon de voir les choses. Et en fait, c'est génial parce que finalement, ce sont tes utilisateurs, tes utilisatrices qui vont t'aider à façonner la deuxième version ou la troisième version de ton produit, qui est celle qui va probablement rencontrer son marché. C'est très dur d'imaginer un produit qui réussisse du premier coup. Exactement. C'est quasiment divin, quelque part. C'est ça. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi les opportunités digitales pour les entrepreneurs qui se lancent, qui devraient justement adresser en priorité? Alors, il y a pas mal d'opportunités. Moi, je mettrais en priorité l'IA. On ne peut pas aujourd'hui se lancer sans jeter un coup d'œil de ce que l'IA permet. Alors, il y a deux manières de faire de l'IA. Il y a la manière à la OpenAI, Mistral, etc. C'est des ingénieurs, des moyens colossaux, et on fait le énième LLM. Pourquoi pas, mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Puis la deuxième manière, c'est de se dire, tiens, je fais un truc assez marrant, mais est-ce que l'IA pourrait m'aider à le faire mieux ou plus vite? Exactement. Attention, la réponse n'est pas toujours oui. Il faut quand même pas mal secouer le cocotier pour trouver finalement le truc qui marche bien. Moi, je fais pas mal de développement actuellement et j'utilise l'IA non pour trouver des idées sur le produit, mais pour accélérer le développement du produit. C'est-à-dire que là où il y aurait pas mal de code un peu routinier à développer, je vais m'appuyer sur un LLM pour aller plus vite. Je pense que la durée de développement sur un petit projet informatique comme ça, elle est facilement réduite par un facteur 5 ou 10. Deuxième sujet à côté duquel il ne faut pas passer, c'est la data. Alors ça a été le pétrole. C'est le maître mot. Le maître mot. Alors, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai quelques cheveux blancs, donc on n'appelait pas ça la data avant, on appelait ça la business intelligence. Avant, on appelait ça machin, etc. Ça a toujours existé. Il y a une référence là-dessus, c'est un film qui s'appelle Association de malfaiteurs. Il y a une séquence extraordinaire où il y a une formation de commerciaux où le gars qui fait la formation invite les gens qui se forment à retourner leur chaise et puis ils trouvent un billet de 500 francs à l'époque, scotché derrière leur chaise. Et dire, alors c'est quoi la morale? La morale, c'est qu'on est tous assis sur un paquet d'oseille, mais que pour le trouver, il faut se bouger le cul. Et donc, le point clé sur la data, c'est que oui, c'est un paquet d'oseille, c'est une mine d'or, mais pour pouvoir l'exploiter, il ne faut pas croire que ça va tomber tout seul. En réalité, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Quelle est la bonne data? La data est-elle propre? Est-ce qu'elle provient des bonnes sources? Quels sont les usages que je vais en faire? Est-ce qu'ils sont réglementaires, machin, etc. Donc, ça peut aussi être un sujet captivant, mais qui fait que ça épuise rapidement les ressources. Voilà, pour moi, c'est les deux sujets. Après, autour du digital, il y a plein d'autres sujets qui sont amusants, mais je dirais qu'il faut se focaliser sur ces deux-là aujourd'hui. C'est sûr que, comme tu dis, l'IA, c'est tellement présent aujourd'hui que je vois mal comment on pourrait s'en passer, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a IA et IA. C'est-à-dire que, oui, si on l'utilise de façon... j'ai pas envie de dire bête et méchante, mais sans se dire, OK, je vais vite fait chercher un truc. Si, tu peux dire bête et méchante. Moi, je vois la façon de l'utiliser de certaines personnes. Alors, par exemple, des étudiants, même pas des étudiants, des écoliers, enfin des lycéens qui s'en servent pour faire leurs devoirs. C'est stupide. Voilà, c'est stupide. Parce que là, vous êtes en train de bouffer vos années d'apprentissage. L'IA n'a du sens que pour des gens qui sont dotés d'une certaine expérience. Ce qui permet ensuite de disposer d'une armée de petits stagiaires. Je suis désolé, mais la cible de l'IA, c'est le stagiaire. Aujourd'hui, je demande à des IA de faire ce que j'aurais pu demander à des stagiaires.
Et donc, pour bien comprendre comment ça marche, il faut avoir cette expérience. Alors qu'on se destine à des études d'histoire, d'architecture, d'informatique ou de finance, les bases doivent être solides. Et ces bases, on ne peut pas les acquérir en faisant du copier-coller depuis le résultat d'un LLM. Et ce sujet-là, cette approche-là, ça a été déjà un sujet il y a 15 ans avec Wikipédia. Lorsque plein d'étudiants faisaient du copier-coller de Wikipédia sans se poser la question du contenu de Wikipédia. Donc, il faut continuer à se former. Et c'est la répétition, l'entraînement, l'apprentissage, le par cœur, l'exercice qui font qu'on se forme. Mais ensuite, une fois qu'on connaît et qu'on maîtrise un sujet, on peut s'appuyer sur la puissance de l'IA pour parcourir un tas de données à une vitesse inhumaine. Attention, il ne faut pas espérer de l'IA de l'innovation pour de l'innovation. C'est-à-dire qu'une IA n'est pas capable d'imaginer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Non, effectivement. Et du coup, donc, à l'opposé des opportunités, quels sont les sujets un peu, justement, toxiques et dangereux pour les petits business? Alors, il y en a un qui est extrêmement toxique et dangereux, c'est l'IA. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup de petits business sont en voie de disparition parce que l'IA est en train de les remplacer. Je vais en prendre un très simple, le community management, complètement, dans lequel j'ai évolué pendant des années. Tous mes copains qui faisaient du community management ou qui faisaient de la production de contenu, aujourd'hui, on va dire, sont en train de se faire bouffer par les IA. Et c'est un métier qui va disparaître. Et tous les métiers à faible valeur ajoutée sont en train de disparaître parce qu'il y a des petits malins, comme toi, comme moi, comme plein d'autres personnes, qui se disent, mais ça, ce qu'on demande à des gens de faire de manière répétitive tous les jours, est-ce qu'on ne pourrait pas l'automatiser avec une IA ou un programme informatique en réalité Complètement. L'IA, c'est juste une feature en plus qu'on fournit aux gens qui sont suffisamment smart pour se dire, mais tiens, ce truc-là, ça se ressemble. Tous les jours la même chose. Moi, quand j'ai commencé à faire du blog d'entreprise, mon premier client, c'était Yoplait. Pendant un peu plus d'un an, j'ai écrit des articles sur le yaourt. À raison de 6 articles par mois, 72 articles par an. C'est très dur d'écrire sur le yaourt, d'avoir 70 idées différentes. L'IA peut être une source de. C'est vrai, complètement. Donc il y a un premier sujet, c'est l'IA. Le deuxième, bizarrement, c'est la data. D'accord. Donc il y a les deux sur. Il y a les deux. Tu m'as posé une question sur du digital. On va aller sur le digital. En effet. Je pense que la data mal utilisée, mal exploitée, pas nettoyée, c'est un enfer. Et on s'y noie et on a de mauvais retours. En tout cas, on va tirer de mauvaises conclusions. Les anglophones ont une expression pour ça, c'est garbage in, garbage out. Voilà. Donc si ce qu'on a, c'est de la merde, on va en tirer de la merde. Je pense qu'il y a un troisième sujet qui peut être difficile aussi, c'est aujourd'hui la prédominance de la publicité. C'est-à-dire qu'Internet est devenu un univers publicitaire. Pour moi, la plus grosse agence de publicité au monde, c'est Google, il ne faut pas se leurrer. Donc on ne peut pas exister sans la publicité. Et c'est très difficile de s'en sortir sans des investissements qui parfois sont surdimensionnés par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. Ça peut faire mal. J'ai l'impression que c'est parfois... tu ne peux pas passer outre, quoi. Du coup, alors toi, tu as coécrit le livre « Le social selling expliqué à mon boss ». C'est quoi pour toi les fondamentaux pour vendre en ligne ? Alors, je vais m'exprimer dans le cadre que je connais, qui est la vente en B2B. Ne me pose pas des questions sur le B2C, je suis une quiche en B2C. En B2B, pour moi, il y a un élément fondamental, c'est LinkedIn. Voilà. J'ai commencé à utiliser LinkedIn en 2004, sur invitation de collègues de Dassault, et j'en ai tiré une première approche commerciale en 2008. En même temps que je crée mon agence, je participais à un projet de start-up où on crée une base de données ultra rapide. Le projet a explosé sur un sujet de désentente entre les actionnaires au bout d'un an. Mais à l'époque, on avait vraiment une pépite. Et quand j'ai compris ce qu'on avait sous la main, je me suis dit, il faut aller dans la Silicon Valley, aller rencontrer des boîtes qui ont des usages massifs en base de données, faire des démos et voir comment ça réagit. Et donc, je suis parti faire un petit voyage d'une semaine pour aller rencontrer de grands acteurs de la tech. D'accord. Donc, j'ai tapé aux portes de eBay, Google, etc. Alors, certains m'ont dit non, on a déjà des choses. Google, il y avait déjà... chez eBay, j'ai passé une après-midi à faire des démos, à intéresser des gens. Super.
Comment faire quand on démarre une boîte, on est inconnu et qu'on veut obtenir un rendez-vous chez eBay? C'est très simple, on va sur LinkedIn, on fait une recherche, je cherche le responsable data, base de données, machin, etc. Chez eBay, on en a plein. Et puis on les contacte via la messagerie intégrée de LinkedIn. Ouais. C'est une mine d'or, LinkedIn. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pas juste une base de CV. Ouais. C'est l'annuaire de pages jaunes international où je peux taper sur le directeur marketing de telle ou telle boîte au Brésil, en Chine ou en Inde. Enfin, c'est des trucs complètement dingues. Donc, LinkedIn, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'avec Sylvie Lachkar, en 2015, on a écrit ce bouquin sur cette approche commerciale en B2B qu'on appelle le social selling, en s'appuyant beaucoup sur les préceptes édictés par LinkedIn. Alors, il y en a 4. Qu'on peut retrouver en calculant son Social Selling Index, le SSI. Alors pour connaître votre SSI, c'est facile, tout le monde peut le connaître. On va sur linkedin.com/sales, S-A-L-E-S, /SSI. Et ça donne un nombre entre 1 et 100. C'est un score qui se décompose en 4 composantes qui vont de 0 à 25. Donc c'est le profil personnel, la capacité à faire des recherches, la capacité à faire du lien, la capacité à produire du contenu. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai senti très vite. Et donc, très vite, je me suis lancé. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont compris comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça qu'on est venu à écrire ce livre avec Sylvie. Alors, on s'est rencontrés de manière très marrante. Sylvie, c'était une ancienne collègue de la première boîte où j'ai bossé en 1990. Et quand je cherchais des gens qui étaient un peu experts de LinkedIn, je suis tombé sur son profil. Donc, on a repris contact après 20 ans. On s'est rencontrés, je me souviens très bien du premier rendez-vous dans l'agence. Et puis, on a vu qu'il y avait un sujet, de la matière pour écrire un livre. Alors, moi, j'avais un peu d'expérience. Elle, c'était son premier bouquin. Et en fait, ça a très bien marché, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes autour du social selling. Ok, super. Et c'est comme on disait tout à l'heure, la complémentarité. Chacun avait son expertise. Bien sûr, elle venait d'un grand groupe. Elle a travaillé chez SAP pendant des années. Elle était experte de ce sujet-là, alors que moi, j'étais en agence. Profil différent. D'accord. On parlait de la publicité tout à l'heure, du fait que maintenant c'est un peu difficile, mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même des moyens de se lancer quand tu démarres, tu es entrepreneur, donc tu n'as pas forcément des budgets extensibles. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités de se lancer sans budget ? Bien sûr. Sans budget Sans budget sans pub, faire de pub. Sans faire de pub, faut être très bon sur LinkedIn. Faut être très bon sur LinkedIn. Donc il faut... Alors, être bon sur LinkedIn, c'est pas emmerder les gens. Il y a un truc, moi, qui m'horripile, c'est les gens qui font de l'approche du cold calling sur LinkedIn. Arrêtez, les gars. Je suis d'accord. C'est bon, je dégage tout de suite. C'est des gens qui m'invitent en me disant « Tiens, j'ai trouvé votre profil intéressant, faudrait qu'on se connecte. » On connaît... Voilà, ça m'ajoute du bruit. Moi, en fait, l'usage principal que je fais de LinkedIn, c'est trouver de nouveaux contacts. Et c'est marrant, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est l'opposé de ce que j'ai fait en 2008. C'est que j'ai approché des gens que je ne connaissais pas pour leur parler. Mais je leur parlais d'un truc extrêmement innovant. Je ne cherchais pas à les rajouter à mon réseau pour aller faire avoir un réseau de 30 000 contacts. Non, je cherchais juste à leur faire une démo à un moment où, effectivement, la prospection sur LinkedIn n'était pas complètement développée. Mais mon usage principal, c'est d'aller trouver des profils extrêmement précis, vraiment pointu pour pouvoir avoir une approche ciblée et proposer quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux. Donc pour ça, il faut faire son travail de commercial, comprendre le profil de la boîte, comprendre le profil de l'individu. Et si on se trompe d'individu, faut assumer le risque, et en tirer les conséquences. Donc LinkedIn est pour moi le premier outil en B2B. Il fut une époque où la strate de contenu, le blog, le machin, etc., j'aurais parlé de ces trucs-là, mais aujourd'hui, c'est mort. Voilà. Les blogs, moi, j'en tiens un, mais simplement parce que c'est ma thérapie personnelle. Mais imaginez qu'on va faire de la prospection avec un blog, c'est très compliqué. Alors, j'ai une autre proposition qui n'est pas du tout digitale, c'est écrire un livre. Oui. C'est marrant, le bouquin, mais c'est la plus belle des cartes de visite. C'est une carte de visite qu'on ne jette pas, qu'en général, la personne à qui on l'offre va le ranger quelque part dans sa bibliothèque ou le laisser sur le bureau. Et nous, on avait une stratégie avec Yann Gorvenek, mon co-auteur avec les livres, c'est d'avoir des livres avec des couleurs très peps. Donc un livre rose, un livre jaune, un livre bleu turquoise, un livre vert, machin de ça. Tout de suite, ça attire l'œil. Un bouquin rose dans une bibliothèque,
Ah tiens, c'est bizarre. C'est quoi ce truc? Ah, la communication digitale expliquée à mon boss, c'est génial. Bon, j'ai trahi ma règle principale puisque le dernier bouquin que j'ai sorti a une couverture complètement noire, mais elle traite d'un sujet qui est très difficile. D'accord, on en parlera un peu plus tard. Donc du coup, toi, si tu devais te donner 3 conseils à quelqu'un qui se lance, c'est vraiment lance-toi sur LinkedIn. Ensuite, passe un peu plus de temps sur LinkedIn et une fois qu'il a fini, il investit encore un peu plus sur LinkedIn. Non, mais après, je le vois maintenant hein, quand je démarre et tout, parce que c'est vrai que quand j'étais pas entrepreneur, je n'ai pas trop exploité LinkedIn. Et c'est vrai que maintenant, je l'exploite un peu plus et je commence à voir les possibilités qui... Alors, c'est un bouquin, le bouquin que j'ai écrit avec Sylvie, on l'a écrit en 2015. Les gens peuvent croire qu'il est démodé. Il est peut-être démodé sur les copies d'écran parce qu'on n'a pas sorti une nouvelle édition à chaque évolution de l'UX de LinkedIn. Mais les principes qu'on y édicte sont des principes fondamentaux qui sont encore valides aujourd'hui. Je vais donner un exemple très simple. Qui est invité sur LinkedIn? Alors, on donne une liste de gens, les collègues, les anciens collègues, les gens avec qui on a étudié, machin, etc. Il y a une liste de personnes, ça va aussi dérailler, mais moi, je les mets toujours, c'est les voisins. Si vous habitez dans un quartier un peu sympa, un peu huppé, moi je suis à banlieue ouest parisienne, il se trouve que j'habitais dans un immeuble où au rez-de-chaussée, il y avait le directeur commercial d'Unlopilo. Au 4e étage, le gars qui était responsable du M&A chez BNP Paribas. Au 3e étage, il y avait un mec qui bossait pour des startups américaines. Mais ces gens-là, on les croise au courrier, on les croise aux poubelles. De temps en temps, on devient copains, on s'invite à bouffer. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les inviter sur LinkedIn? Et c'est réciproque parce qu'eux-mêmes peuvent découvrir le métier qu'on fait. Absolument. Et dire, tiens, tu pourrais pas m'aider, je cherche une agence. Alors, c'est pas forcément moi, mais je peux l'aider à trouver le truc. Et cette logique du petit coup de main, c'est une logique qui est la logique de la vraie vie. On s'entraide dans la vraie vie. Complètement. Et sur le digital, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai une philosophie de vie qui est très simple. C'est être moi-même. Je ne me construis pas un personnage. La personne que je suis sur Facebook, sur Insta ou sur LinkedIn, c'est moi dans la vraie vie. Il n'y a pas un super-héros. Je n'ai pas de pseudo. D'ailleurs, sur tous les comptes où je vais, j'existe en Hervé Cabla ou en H Cabla quand j'en ai marre de taper mon prénom parce qu'il y a toujours un accent avec les correcteurs d'orthographe, etc. Je ne me crée pas une fausse identité sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je pense que c'est trahir les gens, la fausse identité. Il y a toujours une mauvaise raison à se cacher. Non mais oui, et je pense que ça aussi, ça révèle ton authenticité aussi un peu. Bien sûr. Et les gens savent très vite s'ils ont envie de bosser avec moi ou s'ils n'ont pas envie de bosser. Et s'ils n'ont pas envie, je leur en veux pas. Il y a 8 milliards d'individus sur Terre. Je ne vais pas travailler avec 8 milliards d'individus. J'aurai jamais le temps. J'ai qu'une seule vie. C'est ça. Tu mentionnais ton dernier bouquin, Comment planter sa boîte en 50 leçons. Un titre qui interpelle un petit peu. Alors, le titre en anglais, c'est 50 Ways to Kill Your Business. Oh, ok. Voilà, il existe aussi en anglais. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Voilà. Alors, donc j'ai dit, j'écris beaucoup et quand j'ai dû fermer mon agence, je me suis dit à un moment donné, je vais raconter ce que j'ai vécu. C'est pas possible, quoi. 13 ans dans la com, dans le digital, ce que j'ai vu passer, ce que j'ai connu, et les dernières années terribles que j'ai vécues, il faut que j'en parle. Mais j'ai fait des premiers protos. J'ai écrit des trucs qui, par certains moments, viraient un peu au règlement de compte, où je racontais des histoires qui, franchement, c'est pas le type de bouquin que j'ai envie de diffuser. Il y a des gens avec qui je me suis engueulé, avec qui ça a été fracassant, qui m'ont énormément blessé, voire pénalisé. C'est pas ça ce que j'ai envie de reproduire de ces années-là. C'est pas le souvenir que je veux en garder. Et donc j'ai cherché, j'ai laissé maturer le sujet. Et puis j'ai eu un petit moment il y a quelques mois, sortir d'une mission où je me suis dit j'ai le déclic en fait. Le déclic, c'est que ce que j'ai vécu, c'est des leçons pour un entrepreneur en fait. Je peux raconter plein de choses parce que à chaque fois que je discutais avec des copains ou des gens qui créent leur boîte, je leur disais mais attention, tu as fait attention à ça et ça, tu y as pensé. Je me suis dit, je vais formaliser ça sous une liste de recommandations. Alors au début, je suis parti sur une vingtaine, puis très vite, je me suis rendu compte que je pouvais pousser un peu plus loin. Et 50, c'est un nombre rond, multiple de 10, 5, etc. Et en fait, c'est classé de manière chronologique. Donc le Life Cycle Management du PLM, on va le retrouver. C'est le Corporate Life Cycle Management, on va dire. Depuis la création de l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise, alors qu'elle soit heureuse. Une fin heureuse, c'est une transmission à ses enfants ou à un salarié, ça peut être une session, ou malheureuse, une session à la barre du tribunal, ce qui m'est arrivé. Et donc, je parcours les différentes étapes, le développement, les succès, les crises,
le financement, la transformation, plein d'aspects, avec quelques témoignages d'autres entrepreneurs qui ont vécu aussi des moments difficiles et qui acceptent de les partager. Et puis, c'est un livre qui va vivre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je fais des rencontres et que je récupère de nouveaux témoignages, par la grâce d'Amazon, je peux mettre à jour ce livre voilà, qui ne vaut pas très cher, mais que je recommande à tout entrepreneur, alors surtout aux jeunes. Je n'ai pas écrit ce livre-là pour les vieux entrepreneurs. Ceux-là, je ne vais pas leur apprendre la vie. Ils l'ont déjà vécu, ils ont probablement vécu d'autres choses, des expériences différentes, mais aussi soutenues que moi. Mais les jeunes entrepreneurs qui démarrent ne se posent pas forcément toujours toutes les bonnes questions. Voilà. Et ce que j'espère au travers de ce bouquin, c'est leur offrir un moyen de parcourir les principales questions, de vraiment creuser les sujets pour voir où ça peut les emmener s'ils prennent une décision un peu hâtive. Oui. Alors, d'un point de vue personnel, moi, je pense que c'est super intéressant et j'ai hâte de lire ce bouquin parce que moi, je sais que quand je me suis lancée, j'ai été un petit peu accompagnée et ça a été clé. Parce que je pense que je peux foncer tête baissée sur pas mal de trucs. Et d'avoir quelqu'un qui, je sais pas comment dire, pas capitalise sur... Un mentor. Exactement. Voilà. En fait, ça a été super utile, quoi. Parce que déjà, j'ai appris énormément. Et j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin sur certains trucs. Enfin, ça a un peu tempéré certaines choses pour mon bien. Donc ouais, c'est très clair. C'est évident. En fait, on a une certaine expérience au démarrage, et on se dit que c'est grâce à cette expérience que je vais exploser. Non, pas du tout. En fait, il y a d'autres expériences qui peuvent être encore plus riches et beaucoup plus pertinentes pour réaliser le projet qu'on veut mener. Et donc, d'avoir un entourage, d'avoir un mentor, très bonne idée. De participer à des clubs de chefs d'entreprise, très bonne idée. D'avoir un board, très bonne idée. De discuter avec les salariés ou avec d'autres copains qui ont été... ça permet d'avoir d'autres points de vue et de prendre des décisions qu'on n'aurait pas imaginées cruciales. Alors, je vais te donner un exemple. On avait un mentor qui nous accompagnait pendant 1 an et demi via un dispositif de la Chambre de commerce d'industrie de Paris. Il y a un programme qui s'appelait l'IME, un programme remarquable. Notre mentor nous a donné un conseil extraordinaire. On avait la boîte, à cette époque-là, tournait bien, mais on avait des petits problèmes de trésorerie de temps en temps. C'était un peu serré. Je dis, mais vous êtes con, quoi. Vous ne contrôlez pas un élément fondamental de votre truc, c'est la durée moyenne de paiement. Durée moyenne de paiement, à un moment donné, on va regarder, 54 jours, durée moyenne de paiement. Parce qu'il ne faut pas imaginer, quand on crée sa boîte, on se dit on émet la facture, le cash rentre très facilement. Non, c'est l'inverse. On émet la facture, et puis après, il faut courir après le cash. En fait, certaines boîtes mettent 4 mois, 5 mois, 6 mois à payer leur facture. Alors que c'est interdit, normalement, par là. Donc, comment on fait ? Mais est-ce qu'on fait de la relance ? Je ne sais pas. Si je fais la relance, j'ai appelé mon client, je vais le fâcher, mais non, pas du tout. Votre client, au contraire, il va être vexé. C'est son amour-propre qui va en venir, vous vous rendez compte ? Il a utilisé vos services et sa boîte n'est pas capable de vous payer. Donc, c'est lui qui va devenir votre partenaire, votre meilleur avocat au sein de la structure cliente. Et donc, on n'osait pas le faire. Il nous dit, mais vous n'allez pas le faire vous-même. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez des postes de dirigeants. Non. Recrutez une alternante qui va faire de la relance pour vous. Et on a recruté on a passé une annonce. On a recruté donc une alternante, une jeune alternante. Je me souviendrai toute ma vie de cette nana-là. Parce que, en fait, on avait rencontré une demi-douzaine de candidates. Et c'est la seule qui, tous les jours, nous rappelait en disant... Alors, vous en êtes où ? Vous avez pris votre décision. Mais c'était génial. Pour la relance, c'est parfait. C'était génial. Elle savait faire de la relance. Très bien. Elle a été remarquable. On est passé de 54 jours à un peu plus de 40 jours. D'accord. Cette quinzaine de jours qu'on a gagné, mais c'est phénoménal, le niveau de cash que ça assure à la boîte. On n'a plus eu de problème de trésorerie jusqu'à la grande crise qui a mené aux événements que j'ai écrits dans le bouquin. Mais d'accord. Voilà, cette décision-là, je n'aurais jamais prise seule. D'abord, je n'y aurais jamais pensé. Et mon associé n'y aurait jamais pensé. Et on aurait passé notre temps à se dire « salopard de clients, et comment on va faire ? On va les attaquer ou on va faire de la facturage, on va faire des trucs. » Et en fait, juste ce petit conseil-là,
qui est sorti spontanément d'un gars qui avait déjà cette expérience. Ça m'a permis d'accélérer sur d'autres sujets. Ouais, mais complètement. Et ça, justement, je sais que pour moi, c'est un des points où, justement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me dis, La petite crainte, c'est se dire, au moins avant, quand j'étais en entreprise, j'avais tous mes collègues, on est dans une structure et tout. Et c'est vrai que même des échanges informels avec les collègues, ils vont dire un truc. Toi, tu es bloqué dessus depuis une semaine, 10 jours, et tu vas discuter avec quelqu'un et ça va se débloquer direct. Exactement. Et c'est vrai que c'était ma crainte par rapport à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que pour moi, là, je travaille activement à justement être dans des groupes avec d'autres entrepreneurs, échanger un maximum avec des gens qui travaillent qui ont créé des entreprises ou dirigé des entreprises et tout. Parce que si je suis toute seule et que j'avance, je peux rester bloquée très longtemps sur des trucs, alors que des échanges complètement informels, ça peut débloquer des situations et me permettre de passer à autre chose. Donc c'est vrai que le côté échange avec d'autres qui ont des expertises différentes des miennes, pour moi, c'est super clé. C'est indispensable. Et en fait, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est une activité où l'expérience accumulée au fil du temps est fondamentale. Je suis sidéré par des jeunes entrepreneurs qui réussissent des parcours remarquables. Un Zuckerberg, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec, il a réussi quelque chose. À un âge où la plupart d'entre nous, on suce notre pouce et on va manger des glaces au bord de l'eau. Lui, il se lance dans un truc qui bouffe une vie. Faut pas se leurrer. J'en ai connu d'autres, pas de la même dimension, mais j'ai des copains qui ont monté leur boîte très tôt, à 20, 22 ans, et qui s'en sont sortis. Et parfois, ils sont restés seuls aux commandes de leur boîte. Je trouve ça remarquable. Moi, j'en ai été incapable. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me décider à me lancer une première fois. Et il m'a fallu un apport externe, celui que tu mentionnes, les mentors, les machins, etc., les échanges, pour apprendre des trucs. J'ai été ingénieur pendant la première moitié de ma vie, donc je ne savais pas ce que c'était la compta, je ne savais pas ce que c'était le marketing, le commercial, n'en parlons pas. La com, j'avais la com en horreur. Mais à quoi ça sert la com? C'est quand on a des produits extraordinaires. Alors que j'ai fait ensuite 15 ans dans la com, donc on apprend des autres. Oui, complètement. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles dont tu pourrais nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, donc... Les deux projets sur lesquels je suis en train de travailler, donc dans le PLM et la cyber. Alors, c'est encore un peu tôt pour décrire là où on va aller, mais c'est des projets qui sont extrêmement, extrêmement innovants. D'accord. Et où je vais appliquer quelques recettes que je n'ai pas pu mettre en œuvre dans mes expériences précédentes. Donc, ça va aller relativement vite. On pourra en reparler ultérieurement si tu le souhaites. Avec plaisir. Surtout sur la cyber. Je pense qu'il y a un vrai sujet extrêmement d'actualité avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis. En effet. Sinon, mes autres projets, je travaille beaucoup sur la généalogie. Je suis un passionné de généalogie. Donc, super intéressant. Atypique. Voilà, très atypique. C'est mon deuxième dada, on va dire. Mais je reste toujours autour d'une approche très digitale. D'accord, ok. Je m'exprime le mieux face à un clavier. C'est marrant. On a tous nos forces, on va dire. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Et avec plaisir pour en reparler quand le moment sera venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si les gens veulent te suivre, voir tes bouquins? Les bouquins, les derniers bouquins sont sur Amazon, puisque j'ai changé d'éditeur. En fait, je passe par Kindle Publishing. C'est beaucoup plus simple. Les vieux bouquins sont toujours en vente. Je pense qu'on peut les trouver aussi sur Amazon ou en librairie. J'ai 2 bouquins là, qui viennent sortir. Donc, Comment planter sa boîte en 50 leçons et le guide pratique de la généalogie 2.0. Qui peut être assez surprenant, mais qui est un bouquin qui marche très bien parce qu'on est tous passés par un arbre généalogique un jour ou l'autre. Oui. Pour me retrouver en ligne, LinkedIn, j'en ai parlé. Mon blog, pour ceux qui aiment les blogs multidisciplinaires. Alors Instagram, si vous aimez le couscous, je publie essentiellement des photos de couscous. Voilà, c'est pas très, très varié. Facebook, qui est le réseau que je privilégie pour les échanges avec mon premier cercle, mais qui peut être élargi en fait. Très bien. Je suis très digital sur mes outils de com. Voilà.
Super. Alors, dernière question. Si tu devais laisser un message à tous ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ceux qui nous écoutent, c'est entrepreneurs du digital. Il faut se lancer. Voilà. Faut pas attendre. En tout cas, il ne faut pas attendre toute une vie pour se lancer. On n'a qu'une de vie. Et si on ne vit pas à fond ces projets, on aura le sentiment, des années plus tard, d'être passé à côté de quelque chose. Donc oui, il faut y aller. Et si vous avez besoin de conseils, contactez Aurélie, contactez-moi. Je veux dire, c'est normal de se poser des questions, d'hésiter. Ça serait dommage de ne pas franchir le pas simplement parce qu'on est un peu inhibé quelque part, on n'ose pas demander conseil à d'autres. Ok, super. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup Aurélie. C'était vraiment un moment riche et super inspirant. Enfin, j'ai adoré notre discussion. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, retrouver toutes les ressources et actualités d'Hervé, je vais les mettre en description de l'épisode. Donc voilà, pour plus de conseils, de retours d'expérience, d'outils concrets pour booster votre stratégie digitale, abonnez-vous au podcast La Coach Digitale. Prenez soin de vous et à très vite.